Bonsoir les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de séries, et notamment de séries que j'ai vues dernièrement, donc j'ai vu la deuxième saison assez récemment. La première c'est The Witcher, et la seconde c'est Emily in Paris, dont je suis en train de finir la deuxième saison. Alors, bien sûr deux séries que nombre d'entre vous auront trouvé insoutenables, et je le comprends bien par certains aspects, c'est pas forcément facile. Maintenant, je pense que elle montre aussi parce que il y a une idéologie et un certain état du monde des séries. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir depuis 20 ans. Et ce qu'on a appelé l'âge d'or des séries. Ça existait depuis quand même beaucoup plus longtemps avant. On se souvient que Star Trek, c'était déjà dans les années, les premiers Star Trek, ceux avec William Shatner et Leonard Nimoy en Spock, ben voilà, datait déjà des années 60. Hein. C'est quatre années à la suite, 4 à la suite dans les années 50. Donc ça fait un petit bail. Et bien sûr, des feuilletons, il y en a toujours eu, des feuilletons télévisés. Bien sûr, avant, au 19e siècle, il y avait des feuilletons littéraires. Et c'était même les Français qui étaient les champions de ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 2000, il y a eu bah, d'autres moyens qui ont été mis dans les séries. Et puis, il y a aussi la diffusion sur Internet qui a commencé à se faire. Et du coup, ça a été un âge d'or. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis. Et on a eu des séries qui étaient, voilà, qui ont été particulièrement marquantes. Je pense que ça. Malcolm, c'était quand même Malcolm in the Middle. Dit Malcolm en français, c'était vraiment une très grande série comique déjà des années 90 qui a fait connaître l'acteur qui allait jouer dans Breaking Bad. J'ai plus son nom, mais un acteur que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, c'était vraiment la série de qualité. Et on a eu tout au long des années 2000 quand même de très grandes séries. Bon, il y avait déjà Friends dans les années 90, c'est vrai aussi, qui avait déjà lancé des choses. On avait des séries qui étaient emblématiques, mais on a une qualité d'écriture à partir des années 2000 qu'on avait un peu jamais eu jamais vraiment eu dans les feuilletons. Une liberté de ton aussi qui était symptomatique d'une Amérique qui triomphait, une Amérique qui était au centre du numérique et qui était dominante quoi, culturellement, une domination américaine. Cette domination américaine, je pense qu'elle a pris fin à peu près lors du discours de Dolores McDormand pour le plutôt bon film, même très bon film, Three Billboards, où Dolores McDormand, qui est l'une des, enfin, bref, qui est une actrice américaine, plutôt une très bonne actrice, et qui a dit que en fait, je crois que c'est un discours qu'elle a fait aux Oscars, il me semble que c'était en 2018 ou en 2017, enfin dans ces années-là, juste avant la pandémie, et elle a dit que en fait maintenant les femmes elles devaient être représentées ben, de la façon la plus positive possible. Et donc le réalisme, en fait, le réalisme, le souci du réalisme qui avait fait la grandeur de l'âge d'or, de cet âge d'or des séries autour des années 2000 et de la culture américaine, devait prendre fin devant le retour de l'idéologie. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi je le vois d'ailleurs, à partir de ces années-là, et même déjà depuis plusieurs années auparavant, il devenait de plus en plus difficile de regarder des Oscars qui étaient devenus déjà à l'époque de plus en plus idéologisés. Alors, une série qui est plutôt très bonne de ce point de vue-là, c'est la série Community. Série Community, excellente série comique du tournant des années 2010. Et, euh, et c'est une série qui est particulièrement intéressante parce que déjà elle est très drôle. Avec Danny Pudi, qui est un très bon acteur du milieu geek et un très bon acteur comique, et qui est un petit peu le centre de cette série, très original, et où déjà les questions de wokisme à l'université commencent à être posées, et commencent à poser problème dans le débat avec cette culpabilité américaine où en fait l'Amérique n'ayant plus vraiment de choses à proposer, décide de se flageller continuellement, systémiquement, diraient nos néo-idéologues, pour s'autodétruire. Et donc s'en suivra en fait
parallèlement à l'avènement du smartphone et de l'internet partout tout le temps, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il fallait être chez soi, ou il fallait être dans un café. L'internet est quelque chose, il fallait se poser pour être là-dedans, et là, internet devient partout tout le temps, et c'est un internet de la repentance, c'est un internet du casual, d'une esthétique très enfantine. C'est un internet aussi où on lit de moins en moins, on prend beaucoup moins de temps de lire. Tout est par image, c'est l'avènement d'Instagram au cours des années 2010. Donc un jour, on fera retour sur ces années 2010. Ces années 2010 ont été des années très fortes idéologiquement, beaucoup plus que l'avaient été par exemple les années 90, qui étaient des années beaucoup plus, euh, disons, lâches au sens, voilà, lâches euh, pas au sens de pas courageux, mais lâche au sens euh, de beaucoup plus soft au niveau enfin, beaucoup plus légère au niveau de l'influence intellectuelle. Même si, quand vous regardez des séries comme Xena ou Stargate, aujourd'hui vous êtes mort de rire devant devant le caractère extrêmement idéologique de la pensée unique qui se formait déjà à l'époque. Mais on passait un peu outre, on avait quand même l'habitude voilà, c'était des conneries américaines, donc on s'en souciait pas trop. Ça nous atteignait pas vraiment que l'Amérique veuille toujours, avec sa morale de Boy Scout, se mettre en avant, se pousser du menton. C'était pas rien de nouveau sous le soleil, quoi. Et à partir des années qui ont suivi, il y a vraiment une sape de la culture occidentale, une autodestruction de la culture occidentale, qui est devenue de moins en moins soutenable. Et justement, l'âge d'or des séries, c'était aussi de dire on décrit le monde tel qu'il est. On s'affranchit aussi d'une certaine forme d'idéologie, et même on va à l'encontre de toute forme d'idéologie. Je pense que c'est ça qui faisait l'originalité des séries. Une série comme Californication, c'est une série euh, sur certains points qui est très grossière, mais c'est une série qui est très originale sur plein d'aspects et qui épouse son époque. Et ce personnage, cette sorte de pseudo Bukowski de Californie, de Santa Monica, qui sont bourgeoises, qui lui essaye de garder un peu son âme d'écrivain maudit, et qui en même temps est un écrivain maudit. Voilà, Hank Moody, le maudit. Donc voilà, c'est un petit peu, elle avait bien des défauts, mais il y avait un jeu deuxième degré, troisième degré, quatrième degré qui allait assez loin. Et on n'était pas du tout là à prendre au sérieux les discours qu'on pouvait nous soumettre. Alors que les séries qu'on a aujourd'hui, particulièrement les séries qui ont été mises en avant par Netflix, sont des séries à la limite du regardable, voire complètement irregardable, quoi, parce qu'elles doivent toujours donner des brevets de moralité, parce que ben, en fait, ce qui vend quand même, euh, c'est toujours les mêmes héros qu'autrefois, sauf que ils doivent à tout prix dire que eux-mêmes ils sont mauvais et qu'ils essayent sans arrêt de se racheter parce que c'est pas bien, que l'homme blanc domine. Tout ça est un petit peu ridicule, mais c'est aussi un symptôme, bah, de décadence. On voit pas, on sait très bien que la civilisation occidentale est en décadence, et pour nous qui n'avions jamais auparavant vécu de décadence, connaissions la décadence que de loin dans les livres, l'expérimenter soi-même, c'est aussi expérimenter la volonté d'une civilisation de s'anéantir, ou du moins de ces classes dirigeantes devenues inutiles, d'emmener tout le reste de la population à l'abîme. Alors, ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est que, bien sûr, il nous faut quand même qu'on garde des choses à regarder, des choses à regarder, et c'est pour ça on a deux séries là qui viennent de sortir. Alors, je vous ai pas les séries Disney pour l'instant. Je trouve que les séries Disney sont pas, il y a pas grand-chose à en dire. C'est des bonnes séries. Enfin, Mandalorian, on va passer un bon moment. Voilà, bon, je ne vais pas passer 10 ans à parler de Mandalorian. C'est une série que j'apprécie plutôt. Je regrette beaucoup que Madame Carano a été
parce qu'elle a défendu la liberté d'expression, se soit fait éjecter de cette série, que Bill Burr ne puisse pas parler ouvertement d'une situation comme ça, Gina Carano, parce que il craint, parce que en fait Disney a été complètement wokisé et que la liberté d'expression n'a plus cours dans une entreprise. De toute façon, le fondateur a jamais été très voilà, était un conservateur, quelqu'un d'extrêmement puritain, et on voit bien que le wokisme, c'est un retour d'un puritanisme fanatique, même qui va jusqu'à l'abolition du sexe. Voilà, parce que toutes ces histoires de genre, c'est aussi une façon de détruire le bon vieux sexe, le bon vieux sexe, le bon vieux désir entre un homme et une femme qui constituent les générations qui se reproduisent les unes après les autres depuis la nuit des temps. Donc, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière. Alors, on a deux séries, on a The Witcher. The Witcher, personnellement, Henry Cavill, moi, c'est un acteur que Cavill, non, Henry Cavill, ouais, un acteur que j'apprécie, je trouve pas mal. Je trouve que la première saison était plutôt bien. La deuxième commence à devenir de plus en plus artificielle, même s'il y a plus de moyens. Euh, Par exemple, j'ai pas du tout le même avis que celui de Christopher Land dont tu as en série. Parce que je me suis enfilé les 8 bouquins de The Witcher, d'ailleurs, avec plutôt du plaisir. Et faut voir aussi que The Witcher est une série de livres qui a été visiblement mise en avant par une intelligentsia de gauche en, en Pologne. Et The Witcher est une série de livres très féministe qui a été ensuite récupérée, si on peut dire, par un éditeur de jeux vidéo qui en a fait un énorme succès, qui a fait qu'on s'est ensuite intéressé aux livres et qu'on s'est intéressé, et donc qu'on en a fait une série. Alors moi je suis pas... bon, je suis plutôt... franchement, la série se lie avec, même malgré son féminisme un peu... bon, un peu... voilà, bon, assez similaire à celui de Pratchett, c'est-à-dire du dragage du public féminin. C'est-à-dire qu'on était aussi dans une culture, la culture geek, qui était pas une culture très féminine, et avec l'avènement du jeu vidéo, il y avait des hommes les hommes lisaient, déjà lisaient peu parce qu'ils se faisaient déjà exclure du système éducatif qui se féminisait de plus en plus. Il fallait, et qui se tournait vers les jeux vidéo, donc le public masculin était un public qui n'était de moins en moins attiré par les littératures, malheureusement. Et donc, il fallait gratter le public féminin. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'auteurs geeks. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je relis Pratchett, qui est pourtant, à mon avis, un des meilleurs auteurs de fantasy, hein, de littérature merveilleuse, comme disent les spécialistes, de fantasy, restons-en là, bon, sa volonté de draguer un public féminin, voire même sur la fin un public woke, est quand même très très grossière elle aussi, et qui gâche véritablement le plaisir qu'on peut avoir, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus d'intrigue, il n'y a même plus rien, c'est juste, on est tous contents d'être ensemble, UKD, UKID, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, l'intégration à marche forcée, c'est un petit peu voilà, toute cette idéologie très, très à gauche, où on vous a dit on allait vous faire un monde merveilleux avec toutes ces communautés qui allaient s'unir dans le grand creuset, et puis en fait, on a vu que dans la réalité, c'était pas du tout ça. Que dans le creuset, en fait, il y avait rien qui se mélangeait. Il y avait juste la culture qui servait de creuset, voilà, qui était juste bonne à jeter à la poubelle, qui finissait par se briser, et les restes des éléments, les restes des éléments se menaient la guerre les uns avec les autres, ce qu'on appelle le communautarisme, directement issu de l'idéologie multiculturelle. Idéologie par certains aspects très canadienne. On reviendra là-dessus. Un jour, je m'amuserai à faire une comparaison entre
l'œuvre de Charles Taylor et l'œuvre de Mathieu Bock-Côté, qui sont antinomiques sur la question du multiculturalisme. Mais si on devait en rester là, il faut savoir que le multiculturalisme, sous prétexte de créer une société où chacun pourra avoir sa représentation, chaque communauté culturelle pourra avoir sa représentation à lui, a consisté en fait à diviser au maximum la société pour la faire dominer par la bourgeoisie et spécialement par le pouvoir financier. Donc ça, c'est voilà. La fantaisie a servi aussi, et spécialement sous ses aspects les plus féministes, a servi aussi cette cause-là, indéniablement. Et The Witcher, voilà, c'est beaucoup qui est-ce qui en parle en Pologne. Si vous parlez avec des Polonais, c'est aussi beaucoup les femmes qui en parlent, parce que je pense que beaucoup de femmes se sont initiées à la fantaisie. D'ailleurs, en bien, hein, c'est bien que les femmes, elles aient été aussi mises là-dedans, mais parfois au détriment un petit peu voilà, de la véracité euh, de la véracité de l'action. C'est-à-dire que, euh, quoique, par exemple, un personnage comme Yennefer de Wengerborg, la magicienne, c'est un personnage, on voit que c'est un personnage qui mérite sa place. Même par contre, le personnage de Ciri, qui est un personnage prophétique, comme tous les personnages prophétiques américains, personnage que je trouve nettement moins intéressant et qui permet de justifier aussi de capter tout le lectorat féminin à peu de frais, avec un personnage qui est finalement un modèle pour personne. Un personnage qui est né une cuillère d'argent dans la bouche, qui a tous les pouvoirs, et, euh, et bon, même si elle est mise en danger, en fait, on craint jamais vraiment pour Ciri. Jamais on a peur pour Ciri. Alors, la série en elle-même était un petit peu... ouais, il y a des belles scènes d'action. Une belle scène d'action. Et globalement, ça se tenait, c'était regardable de bout en bout. Maintenant, est-ce qu'on a passé un excellent moment? Est-ce que c'était vraiment un moment mémorable? Est-ce qu'il y avait... ça valait vraiment le pognon qui a été mis dedans? Ça, j'en doute un petit peu. Je trouve que la première saison était vraiment beaucoup plus surprenante. La deuxième, qui suit vraisemblablement plus le jeu vidéo que les livres, l'est beaucoup moins. Et surtout, il y a un gros problème en fait. Il y a un gros problème, c'est-à-dire que euh, voilà, je pense que dans notre culture contemporaine, la part de la culture noire dans la culture occidentale contemporaine est très importante. Et surtout, par exemple, moi je suis un fan de rock, le blues pour moi c'est quelque chose de très important. Et donc je sais que dans la culture occidentale moderne, et spécialement et encore plus dans la culture américaine, l'élément noir de la culture est quelque chose de euh, à la fois passionnant et à la fois essentiel, d'accord? Mais lorsqu'on parle de... Là, on est dans de la fantaisie, donc on peut créer de la fantaisie comme on veut, mais on est dans de la fantaisie historique, en fait. C'est-à-dire que malgré tous les sorcières, tous les sorceliers, des choses un petit peu bizarres, on a la création, en fait, d'un monde qui ressemble par bien des égards à la Pologne du XVIe siècle. Euh, ouais, 15e, 16e, 15e, 16e, euh, c'est-à-dire, ouais, à la limite, entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Bon, en Europe de l'Est, on a sauté assez vite au baroque, du gothique au baroque, mais dans cette période d'entre-deux, avec un développement des arts, un développement de la musique, comme on le voit avec le personnage de Jasquier, et, euh, et ça participe aussi de l'économie culturelle de cette série. C'est-à-dire que dans cette série, les personnages, ils ont des noms qui renvoient à des pays. Il y a un personnage qui a un nom à consonance néerlandaise, qui s'appelle Dijkstra. Il y a un pays, la Rhénanie, qui est plus ou moins la Pologne. Deux pays qui sont l'un la France, l'autre la Bourgogne. Je crois, la Témérie, dirigée par le roi Foltest, qui arbore des fleurs de lys dorées sur un fond bleu.
donc sur un fond d'azur. Donc voilà, à part la France, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont, il y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Et d'autre part, il y avait, c'était quoi l'autre et le pays d'où vient Jasquier, qui est une sorte de Bourgogne de fantasy, dont j'ai oublié un petit peu le nom. Et voilà. Dans la série de Witcher, et c'est ce qui fait son fond intéressant, par exemple, le royaume d'Aedirn, qui est le royaume d'Angleterre, c'est un royaume qui est très lointain, riche mais très lointain. Et puis plus proche, il y a Sintra, donc Sintra qui est une espèce de voilà du meilleur de la Pologne fantasmée, un peu voilà le Pologne-Lituanie dans ses meilleures années, et voilà avec l'aspect un peu nordique, un peu elfique, voilà, des pays baltes, donc voilà. Et puis derrière, qui est menacé par quoi? Qui est menacé par Nilfgaard. Nilfgaard avec son nom comme très danois, d'accord, qui représente aussi la Suède et le protestantisme qui menaçait en fait à la Renaissance. Je crois que c'était Charles XII, le roi Charles XII, qui a fait une campagne particulièrement violente en Europe de l'Est, mais depuis les Vikings, les Scandinaves, voilà, ils mettaient, enfin, c'est-à-dire que les Occidentaux, l'Europe occidentale a fait, surtout l'Angleterre. L'Angleterre a été ravagée par les Vikings à la grande époque où, ben, en fait, où les Francs, où les descendants de Charlemagne ont commencé à mettre un peu, ont commencé un peu à attaquer le paganisme. Il y a une contre-attaque de la part des Vikings qui ont littéralement ravagé l'Angleterre. Puis même l'Écosse et l'Irlande, et enfin toutes les îles anglo-britanniques en gros, et la Normandie en France. Mais en France, c'est resté beaucoup plus épisodique, parce que parce que les Français ont réussi à intégrer les Vikings et à en faire de ce qu'on appelait le duché de Normandie. Mais faut savoir qu'en Europe de l'Est, à l'est de la Baltique, donc cette mer qui borde la Scandinavie, au nord de l'Europe, euh, avant l'avènement de la Russie des tsars, donc à peu près au XVIe, XVIIe siècle. Et puis, enfin, bon, il y a eu mais les Scandinaves, c'était chez eux, quoi. Voilà, ils foutaient le bordel, ils faisaient des pillages sans arrêt. C'était particulièrement sanglant. Donc, les Polonais, eux, par contre, sont jamais allés conquérir la Suède ou la Finlande. Ils sont des pays quand même pas très loin de chez eux, parce que c'est des pays où ils caillent. Alors même les Russes se sont cassés les dents, c'est vous dire. Donc il y a guerre d'hiver en 1940 entre la Finlande et la Russie. Bon, les Russes n'ont pas gagné, hein. Ils ont dit on va gratter un bout de la Finlande, mais on va vous laisser indépendant quand même parce que parce qu'en fait il fait trop froid, il fait -40, et c'est à cette occasion, à cette guerre, qu'a été créé le fameux cocktail Molotov, qui est un hommage des Finlandais au général russe Molotov. Voilà. Du coup, Nilfgaard habillé en noir, Nilfgaard est le pays protestant par excellence. C'est le fanatisme protestant qui ravage les pays baltes et la Pologne et tous ces coins-là, et avec parfois certaines mentions d'autres pays un peu plus à l'ouest, le sud de l'Europe n'existant pas, la Russie n'existant pas. Voilà. C'est plutôt tout ça est balayé. Et là, on se retrouve avec des magiciens en fait qui ont tous l'air de venir des Caraïbes. Donc moi, franchement, j'ai rien contre la magie des Caraïbes. Je trouve ça plutôt cool. Mais du coup, euh, enfin, c'est quoi? C'est Caraïbes et viol de gants. C'est quoi le délire, tu vois? C'est genre, je sais pas d'où ils nous sont sortis ces conneries-là. Bon, bah, enfin, je trouve que soit vraiment vous faites une série sur la Renaissance, et d'ailleurs les grandes explorations c'est la Renaissance aussi, donc voilà, vous auriez pu faire, je sais pas, moitié moitié, mais là en fait enfin, il y a aucun sens, c'est-à-dire que les royaumes où en fait tout le monde est blanc, et il y a un noir qui se balade au milieu, je dis très bien pour la diversité, mais génétiquement, vous l'expliquez comment, quoi. Enfin, même dans l'histoire, il faut expliquer les choses. Je veux dire, la présence, voilà, enfin, on a, nous,
aujourd'hui, on a une histoire commune avec l'Afrique. Mais dans The Witcher, elle s'explique pas, cette histoire commune avec l'Afrique. Donc vous l'inventez d'où? Et c'était le même problème qu'on a eu avec le pseudo-civilisation, là, fait par Amplitude. Où en fait les questions, c'est-à-dire que les mecs nous mettent de la préhistoire, et puis je parle de jeux vidéo, Civilisation, un des plus grands jeux vidéo jamais conçus, et qui a eu un concurrent dernièrement qui a été fait par Amplitude qui s'appelle Humankind. Un concurrent qui a été conçu par des Français. Avec le symbole, c'est une Marianne Rebeu qui tient un fusil mais qui se dénude pas le sein, tu vois. On a essayé de faire les deux, mais bon, si tu tiens vraiment, tu peux quand même choisir le bonnet phrygien comme signe de civilisation, ce que je n'ai pas pu m'empêcher de faire. Donc, merci. Tats, si tu nous écoutes. Et donc voilà. Donc la question derrière, c'est quoi? Il y a un moment, en fait, faire du merveilleux, faire du fantastique, c'est aussi avoir un tout petit peu de respect pour l'histoire. Donc si vous avez envie de faire de la fantasy Pirates des Caraïbes, et gros, ça s'appelle Pirates des Caraïbes, d'accord? Donc, et encore, ça se passe dans le monde plus ou moins réel, fantastique. Si fantastique, c'est pas de la fantasy. Voilà. Si vous faites de la fantasy qui se base sur la Pologne, ça marche pas, ça ne marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Et malheureusement, il y a rien qui. Puis la morale est. Voilà. Un jour, j'ai des amis, ils faisaient des études de cinéma, ils m'ont emmené voir un film. Un film, il s'appelait Le Trésor d'Arne, qui est un film, ça date de 1912. C'est un film d'une violence, d'une immoralité. Oui, mec chie sur la morale. Enfin, je vous conseille de voir ce genre de film, le film qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire que le fait que ça se termine bien, tu peux t'asseoir dessus. Genre, tu sortais déjà du cinéma en chialant. Genre, pour voir que la vie était belle dehors. D'accord? Parce que t'étais pas, à l'époque, t'étais pas une grosse merde qui avait besoin d'aller dans une salle sombre pour te rassurer, tu vois. Genre que les gentils vont gagner et que les robots, en fait, ils sont sympas ou alors ils vont tous crever. Non, non. Euh, ça n'existait pas, tout simplement. Et puis d'autre part, voilà, c'était absolument pas mal. Là, on a eu dans cette saison 2 Baba Yaga, à la fois Baba Yaga, donc la grande sorcière slave, et La Belle et la Bête. Et puis La Belle et la Bête, en fait, c'est où est passé le pardon chrétien? Là aussi. C'est-à-dire que dans l'imaginaire occidental, et ce qui fait la supériorité normalement de la civilisation chrétienne, hein, je suis désolé, hein, sur la civilisation juive antique, d'accord, dont elle est la descendante, c'est l'universalité du pardon. C'est-à-dire que dans la religion juive, le pardon, c'est quelque chose qui est acquis avec le temps et voilà, qui malheureusement, et comme les juifs ont la nuque raide, enfin les hébreux ont la nuque raide, c'est quelque chose, ils n'arrivent pas toujours à se plier ce que Dieu fait, et donc ils n'arrivent pas non plus à pardonner tout le temps. Ils croient surtout dans un Dieu qui est super furieux, quoi. Regardez Serious Man, des frères Cohen, qui est un des meilleurs films jamais vu, jamais, voilà, jamais fait, quoi. Et là, vous avez pas un Dieu qui pardonne, quoi. Alors que là, ben, normalement, vous avez le conte du Graal, vous avez Chrétien de Troyes, euh, vous avez même dans les comment ça s'appelle dans la conduite, dans l'histoire de France, des rois de France, c'est je suis le roi, donc parce que je suis dans une position de supériorité, parce que j'ai la légitimité, je pardonne. Là, on voit que en fait, on pardonne absolument pas aux ennemis, en fait. C'est limite si on leur chie pas à la gueule, quoi. Et, euh, et c'est un vrai recul civilisationnel, en fait. Je voudrais pas vous dire. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que moi, pris d'un furieux accès de paganisme, je dise, écoutez les amis, moi je pense que il faut que les hommes, bah, en fait, ils reconnaissent plus leurs enfants, ils reconnaissent leurs enfants qu'après qu'ils soient nés. Genre, comme dans la Grèce antique, tu choisissais de mettre ton enfant sur les genoux, le verbe reconnaître est proche du mot genou. Et donc, voilà, soit tu prenais l'enfant sur tes genoux, soit tu considérais que, bah, en fait, il méritait pas que tu l'élèves, parce que voilà, il pouvait t'apporter que du malheur, ou que bouffer, en fait, dans ta maison pour rien, ou voilà, donc il méritait pas d'être ton fils. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que on l'emmenait dans la forêt, quoi. Enfin, on le faisait emmener dans la forêt, et s'il y avait quelqu'un qui le prenait, il le prenait, sinon c'était les loups qui les graillaient, quoi.
Voilà, ça c'était c'était l'Antiquité grecque. Et ben aujourd'hui, on est revenu à ça. On est revenu à ça. Les lois sur la détresse psychosociale, voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais on va revenir à ça. C'est-à-dire qu'il y a plus du tout le respect de la vie, du pardon, de l'amour de la vie. Non, c'est fini. C'est fini. Donc, on est dans l'eugénisme total. On est dans l'eugénisme, dans le jugement à l'emporte-pièce, dans le... Il y a un vrai recul civilisationnel. Et je trouve que The Witcher est assez décevant de ce point de vue-là, quoi. C'est vraiment... c'est- on dit adieu à toute une forme de civilisation. Et ce qui est intéressant d'autre part, pardonnez-moi, hein, mais il faut bien que me sustente, mais ce qui est intéressant d'autre part, c'est Emily in Paris. Alors, Emily in Paris, c'est beaucoup plus commenté, je devine, à Paris que ailleurs dans le monde, bah, parce que ça se passe à Paris déjà. Et bon, alors on a Philippine Leroy-Beaulieu qu'on avait vu, bah, qui a une petite carrière dans les années 80, mais qu'on a vu ressusciter avec 10%, comme la fille dans les protagonistes, Mathias, si je me souviens bien. Et donc voilà, c'est un personnage franchement, elle tient à elle seule quasiment toute la série, avec bah, celle qui joue avec Lily Collins, qui est donc la fille de Phil Collins, le musicien de Genesis, le grand compositeur de pop, quoi. Qui a vendu des millions d'albums. Voilà. C'est sa fille, donc, qui avait déjà joué dans le film Tolkien, qui jouait Emily in Paris, cette petite nana qui fait du marketing, et en fait, qui vit sa vie à Paris. Et autant, quand j'étais plus jeune, Sex and the City me donnait la gerbe. Je trouvais que c'était une série d'un matérialisme, euh, très basique, assez sale, quoi. Enfin, qui faisait vraiment du sexe quelque chose de... je voyais pas en quoi c'était... euh, je trouvais rien de charmant dans cette série. Vraiment, ça me donnait une image des femmes, je sais pas, répugnante. Euh, je voyais mal ce que le public pouvait trouver à ces femmes-là. Pour moi, c'est un petit peu tout l'inverse avec, euh, avec la petite, là, avec Lily Collins, avec Emily in Paris. Pourquoi? Parce que, en fait, Emily in Paris, ça se passe pas à New York, ça se passe donc à Paris, voilà, mais ça se passe surtout avec une petite meuf qui vient de Chicago. Et donc, Chicago, bah, c'est la troisième grande ville américaine, mais des trois grandes villes, c'est la plus pécore, en fait. C'est la plus provinciale. Et donc, elle arrive avec ses petites valeurs à elle, qui sont des valeurs un petit peu, finalement, banlieusardes, mais qui sont un peu des valeurs vraies, quoi. C'est pas une fille qui a tété à toutes les queues, voilà, qui a tété toutes les queues du coin. Notez l'allitération. Voilà, et donc qui est plutôt, bah, elle est, bon, après, elle a une vie sexuelle, hein, on devine qu'elle n'est pas vierge non plus, hein, mais elle est plutôt dans une quête de vérité, elle est dans une quête d'élévation esthétique. Et on voit bien sûr que, bon, bah, les tentatives d'américaniser la France, bon, bah, restent très superficielles finalement, et que c'est plutôt elle qui a très envie voilà, qui sait pas, parce qu'elle a du mal, il faudrait qu'elle apprenne le français, mais est-ce qu'elle va se franciser ou pas? Et finalement, malgré elle, elle est quand même dans cette quête de raffinement, dans cette quête de... euh, on voyait dans Mrs. Maisel, la série où à un moment, les parents de Mrs. Maisel, qui est donc une des pionnières du stand-up dans cette série sur Amazon, et dont les parents en fait vont un temps habiter à Paris. Et c'est assez marrant parce que justement ils viennent se ressourcer à Paris, ils viennent essayer de trouver quelque chose, et c'est aussi ce que vient chercher Émilie. Elle vient essayer de trouver de la grâce, de l'amour, une certaine forme de romantisme, et ce qu'elle trouve un petit peu malgré elle. Alors bien sûr, Emily in Paris, c'est une fille qui traîne dans un nombre d'arrondissements très limité.
C'est-à-dire que Emily ne met même pas les pieds dans le 16e arrondissement. Elle reste, elle fait un chemin que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire qu'il va de Palais Royal, Musée du Louvre, d'accord, donc le premier arrondissement, au 5e arrondissement qui est place de l'Estrapade. Donc c'est-à-dire qu'elle traîne dans un rayon de 3 km dans le centre de Paris. Et alors bien sûr, dans ce rayon-là, s'il y a le Paris le plus ancien et le Paris que je préfère, et, bah oui, il y a encore des espaces qui sont plutôt propres, enfin, quoique, faut pas trop traîner le soir non plus. Et voilà, donc, bon, bah, Émilie, elle vit un peu, le charme, elle vit un peu la vie parisienne, les amours parisiennes, et aussi elle a un peu de sous, ce qui est pas le cas malheureusement de beaucoup de Parisiens qui ont son âge, parce que Paris est devenu une ville extrêmement chère, qui fait que même avec un job à 30 ans, les gens galèrent parfois beaucoup. Donc, Émilie galère beaucoup moins que la plupart des gens, et même sa chambre de bonne a fait beaucoup rire, a fait énormément rire les commentateurs sur la première saison, parce que ça n'a aucune espèce de réalisme, quoi. Une chambre de bonne, on est beaucoup plus proche de Balzac que d'Emily in Paris, clairement. Donc, même dans la réalité actuelle, moi, j'ai vu des gens vivre dans des chambres de bonne dans les années 2000, je dis, waouh, fallait quand même, les petites étudiantes, fallait quand même qu'elles soient courageuses, hein, pour vivre dans des chambres de bonne aussi dégueulasses, avec des chaussures paliers aussi dégueulasses, les conditions, bon, après c'est pas les années 30, hein, mais c'était quand même bien dégueulasse. Donc voilà. Quelque part, Darren Star, qui avait été le réalisateur de Sex and the City, il nous montre aussi une féminité qui essaye de rester féminine, en fait. On peut pas complètement critiquer et le wokisme et Emily in Paris, alors que Emily in Paris, c'est censé être une série réactionnaire, et une série en fait qui vante aussi cette quête de l'élégance, de la grâce, de la beauté. Alors bien sûr, malheureusement sous l'égide d'une certaine forme de bourgeoisie, et avec condition sine qua non de bien gagner sa vie, ce qui est le cas de moins en moins de gens, même qui commencent à travailler, ou parfois qui sont même en pleine carrière, parce que maintenant la galère touche tout le monde. Mais quand même une volonté de ressusciter malgré tout le chaos, malgré toute la merde, euh, une espèce de rêverie, de moment de rêve, qui semble quasiment presque infaisable en Amérique, et que les Américains essaient de ressusciter en France. Alors bien sûr, dans un cas comme dans l'autre, il y a une trahison des faits. Dans Emily in Paris, c'est moins une trahison historique, même si la plupart des événements contemporains sont, voilà, sont passés sous silence. Mais je trouve que la cause est bien défendue. Dans The Witcher, je trouve que la cause est très très mal défendue. Et je pense que c'est quand même important, même malgré tous les éléments fantastiques, de défendre l'amour de l'histoire. Défendre l'amour de l'histoire, c'est pas possible de faire autrement. Une chose avec Emily in Paris que je trouve assez drôle, mais bon, c'est pourquoi avoir mis du rouge à lèvres rose au principal protagoniste français, quoi, qui est le fils du footballeur Daniel Bravo, d'ailleurs, pour ceux qui étaient fans du PSG à la grande époque, avant qu'il soit racheté par un État totalitaire esclavagiste. Euh, voilà, c'est pourquoi lui avoir mis du rouge à lèvres, du rose à lèvres. Bon, après, tout ça est un petit peu cliché, mais franchement, c'est quand même pas mal écrit. C'est pas mal écrit. Bon, après, ça ressuscitera pas l'âge d'or des séries. Cet âge d'or des séries est fini. Et tout ce qu'on peut espérer, finalement, c'est voilà, c'est d'avoir notre Quantum of Solace, comme disait James Bond, c'est d'avoir notre minimum de satisfaction. Voilà. Je vous embrasse, bye.